Bonjour à tous. Vous avez entendu la loi 96 qui nous permet de protéger la langue française grâce à M. Legault. J'espère que M. Legault, vous allez partager mon entrevue totalement en français avec une personne d'origine tamoule. On va parler du courtage hypothécaire. Alors, restez à l'écoute et M. Legault, j'espère que vous allez partager mon vidéo. Merci d'être là, Pavi. Merci de m'avoir. Enchanté. Fait qu'aujourd'hui, on est là, on est deux francophones, tamoul. Alors, on veut qu'on apprenne c'est qui Pavi. Tout à fait. Alors, raconte-moi un peu ton parcours. Je sais que là, on est là pour parler de ton parcours de courtier hypothécaire, mais avant ça, c'est quoi que tu faisais? Est-ce que tu es venu à jeune âge, tu es né ici? Moi, je suis un Canadien, je suis né ici. OK. Évidemment, j'ai les routes de Sri Lanka. J'ai quand même la mentalité de comme si j'habitais là-bas. J'ai un peu grandi comme ça, mais je suis né ici, grandi dans le quartier de Côte-des-Neiges. Okay. J'étais là-bas à 17 ans de ma vie. C'était une bon learning curve. C'est un quartier multiculturel, donc je me suis vite adapté à la communauté canadienne, québécoise. Donc c'est pour ça que je suis francophone de base. Je suis anglais parce que mes routes sont anglais. On a été colonisés par les Anglais, right? So, je parle anglais, mais français, j'ai fait toutes mes études en français, juste pas le cégep et tout. OK. Donc c'est ça, j'ai grandi à Côte-des-Neiges, puis fait un changement à Côte-Vertu pour 4 ans. Puis là, je suis dans l'ouest de l'île, dans une belle petite île qui s'appelle Île-Bizarre. Où il y a Vincent Lecavalier qui habite. Je sais pas si tu le connais, le joueur de hockey. Vincent Lecavalier, ouais. Es-tu là souvent ou? Je l'ai vu passer une fois, une seule fois. Donc, mais à part ça, j'ai pas vu. On me dit Guy Carbonneau est là, mais je suis pas sûr. OK. Il n'y avait pas la famille Dion qui habite là aussi? Ou? Oui, la famille Dion, elle est là. Okay, là aussi, écoute, ça n'arrive pas souvent qu'on rencontre des Tamouls qui parlent français. La plupart des parents immigrants, ils vont envoyer leurs enfants à l'école anglaise. Exact. Comment ça se fait que tu t'es retrouvé à l'école française? C'est-tu à cause du quartier? C'est juste des écoles francophones? C'est vrai qu'à cause du quartier, parce que moi, j'habitais sur la rue Bedford, puis en face de nous, il y avait une école primaire qui s'appelait Bedford. Okay. C'était anglais quand on avait emménagé, mais au fur et à mesure des années, ça a comme changé en français. Alors là, je suis parti à l'école française, puis juste mon parcours a juste continué en français. Mes parents voulaient que je continue français, parce que dans notre communauté, mais les rares Tamouls qui parlaient français, ils disaient « Inscris-toi à l'école française, il va parler anglais automatiquement. Alors apprends-le le français, c'est ça qui est difficile. » Donc je suis parti à l'école française. Donc ça, c'était la raison pourquoi je suis parti là. Fait que là, ça, c'est ton parcours avant de devenir un professionnel. Ouais. Fait que dis-moi un peu ton parcours professionnel. Comment ça se fait que tu te retrouves dans le domaine de courtage hypothécaire et tout ça? Mais je peux commencer par dire que moi, j'ai pas beaucoup d'expérience de travail en dehors de domaine bancaire. Okay. J'étais dans le domaine bancaire pendant 8 ans de temps. Donc, dès que j'ai fini l'école, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, je suis rentré dans le domaine bancaire. Avant ça, il y avait une petite partie de ma vie où je travaillais dans la télécommunication à Fido. Mais après ça, direct, je suis rentré à la banque CIBC. Donc, je commençais à faire ce qu'on appelle des appels sortants. Donc, mon parcours, c'est que tu t'assois, tu fais des appels sortants, tu appelles les clients qui sont déjà existants, puis tu les vends des produits supplémentaires. Donc, tu les proposes des produits qui sont plus adeptes à leurs besoins et tout. Par exemple, toi, tu es un client qui cherche du crédit, on va te proposer des produits, je sais pas, une marge de crédit, une ligne de crédit. Puis, arrivé là-bas, je voyais un peu c'est quoi le domaine bancaire. Tu sais, j'avais 18 ans. Alors, je voyais c'était quoi le domaine bancaire. Puis, ce qui m'intéressait, c'était plus faire du e-mortgages à la CIBC. E-mortgages, c'est plutôt, tu restes dans un centre d'appel, les clients viennent à toi, tu fais juste les traiter, puis tu es payé à la commission. Okay. J'ai voulu le faire, mais on m'a pas donné cette opportunité à cause de mon âge. Alors, quand j'étais jeune, quand j'avais 18 ans, je disais au monde que j'avais 23 ans. Puis, un jour, ça m'a rattrapé. Tu sais. En tout cas, je disais que j'avais 18 ans, tout se passait bien. Ben, je disais que j'avais 23 ans, tout se passait bien, jusqu'à ce que le gérant apprenne que j'avais, vraiment, rendu là, j'avais 19 ans. Il m'a dit non, tu n'auras pas de promotion, tu es trop jeune pour ça. T'sais. C'est quand même un challenge de faire un rôle comme ça à un jeune âge. Alors, c'est sûr que ça m'a comme un peu frappé mon ego. Alors, à la CIBC, tu as un genre de vacances que tu gagnes si tu es un des bons employés. Alors, moi, on me l'offrait. Mais moi, vu qu'il m'avait dit qu'il ne va pas me donner de promotion, mon ego m'a frappé, juste décidé de pas y aller. Puis 2 semaines après, j'ai résigné. Je suis parti à la TD. À la TD, j'ai recommencé encore service à la clientèle, mais là, je faisais plus des appels sortants, c'était plus entrant. Service à la clientèle, aider les clients, c'est quand même le même concept. C'est le monde de la TD qui t'appelle parce qu'ils ont des problèmes avec leur compte bancaire ou quoi que ce soit.
une fois ça fait 1 an et demi, je suis parti en voyage avec la TD à Punta Cana. C'était une belle expérience. J'ai rencontré du monde qui travaille en succursale, du monde qui travaille dans le centre d'appel. Puis encore une fois, le côté hypothèque m'est venu en tête. Tu sais. Au début, je vais te l'avouer, j'étais intéressé par l'argent. C'était vraiment le modèle d'affaires qui disait commission. J'étais comme, OK, commission. Puis ça parle de chiffres. Moi, j'adore les chiffres, les mathématiques. C'est ma passion, genre. Pas autant que ça, mais j'aime un minimum, là, tu sais. So, arrivé à la TD, je travaillais en succursale. Pendant 40 ans, j'étais conseiller financier. Entre-temps, je voulais faire un achat. Donc, je voulais m'acheter ma première propriété. J'avais 21 ans. Et quand je recherchais des maisons, je tapais à des portes. Les courtiers immobiliers qui me voyaient, ils me prenaient pas au sérieux. Parce que j'avais 21 ans. Je magasinais pas avec un cravate, chemise, tout ça. C'est pantalon sweat, Nike, plus un hoodie, puis tu sais, je vais en visite. Fait qu'eux, ils pensaient que j'allais pas avoir une hypothèque. Mon histoire, pourquoi je voulais aller dans l'hypothèque, c'est là que ça avait fondé. C'est parce que quand tu achètes une maison, ton premier achat ou quand tu fais une offre d'achat, tu as un certain délai pour donner l'hypothèque. Alors, tu avais 14 jours pour donner l'hypothèque. Puis moi, je suis à Toronto, au mariage de ma cousine. Il fallait que je donne mon approbation finale. Puis mon courtier hypothécaire me répond pas. Ma courtière immobilière me répond pas. Fait que moi, je suis là dans le néant, tu sais. Puis tout ce que je sens, c'est qu'on me prend pour acquis parce que je suis jeune. Peut-être que je vais pas acheter, peut-être que je ne qualifie pas, j'ai juste perdu leur temps, whatever. Alors que moi, j'étais un conseiller financier, tu sais, quand même à 21 ans, je faisais un bon revenu, je qualifiais pour. Finalement, j'ai eu l'approbation, mais 2 jours après. 2 jours après mon délai. Puis le vendeur, il a décidé de vendre à quelqu'un d'autre. Moi, j'avais fait en sorte que mes parents signent le papier de bail pour qu'on sorte de la maison. Je voulais pas dire à mon père, papa, on n'a pas de maison, on doit sortir de l'appart. J'avais peur qu'il m'arrache les cheveux, tu sais. So, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un avocat. J'ai payé beaucoup d'argent, tu sais, pour avoir un avocat pour vraiment avoir cette maison parce que j'étais en amour avec la maison. J'ai visité plein de maisons, puis celle-là, c'est celle que je voulais. Alors, après un long bagarre avec l'avocat, le vendeur et tout ça, dis-toi, nous, on devait déménager de la maison le 1er juillet. Parce que le 1er juillet, c'est fête nationale du Canada. Alors, tout le monde quitte. La plupart du monde, leur bail, c'est jusqu'au 1er juillet. Alors, moi, je devais quitter le 1er juillet. Seulement le 28 juillet, j'ai eu un verdict qu'on peut emménager dans la nouvelle maison. Alors, jusqu'au 26 juillet, crois-moi, j'ai un cheveu blanc en arrière maintenant. Là. Ça a poussé durant ce moment-là, puis je me rappelle très bien. Puis c'est là que ça m'a comme un peu cliqué. Quand j'ai acheté la maison, je me suis dit, acheter une maison, c'est une grosse étape de la vie. Puis, c'est pas facile, mais c'est plus facile si tu es bien encadré. Tu as du monde qui veulent ton bien. Alors moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de devenir un courtier hypothécaire pour aider le monde à acquérir leurs besoins sans stress. Donc mon modèle d'affaires, c'est simple. C'est tu vas visiter, tu fais tes visites, tu fais juste regarder la maison, tu l'aimes, c'est beau, tu pointes des doigts ce que tu veux, puis moi je m'occupe du tout. Tu n'as pas à stresser du délai, c'est à moi de stresser sur ça. Tu me délègues le stress. Si je veux que cette expérience soit quelque chose de bon dans ta vie, quelque chose de merveilleux. Parce que c'est quand même le plus gros investissement que tu fais de ta vie. Moi, je trouvais ça pas bien. Je n'étais pas bien dans ma peau. Dis-toi, pendant 3-4 mois, j'étais comme, man, je m'en vais où? Je cherchais des appartements. Là. Dis-toi, j'avais 21 ans, j'ai jamais habité tout seul. Je cherchais un appartement, je voulais acheter une maison pour mes parents. Puis tout ça, c'était un gros shocker pour moi. Finalement, j'ai décidé de faire le move. J'étais à la TD. J'avais un bon salaire. J'avais 23 ans dans le temps. 22 ans, 23, je ne m'en rappelle plus. Puis j'avais un bon salaire. Je voulais pas faire le move parce que j'étais comme, j'ai un bon salaire, c'est garanti. Pourquoi faire le changement? Cela, un jour, j'étais sur Instagram, je regardais les Reels le matin, tu sais. Et je vois Will Smith qui dit un truc, qui dit les meilleures joies de vie sont cachées derrière la peur. Alors là, je me suis dit, OK, je vais sortir de ma peur. Puis je vais complètement faire le changement. Fait que je quittais la TD, je suis parti à la Banque Scotia, spécialiste hypothécaire. Je voulais faire vraiment un changement complet. Puis aussi, pourquoi la Scotia? Parce que au niveau approbation hypothécaire, tu n'as pas de problème. La Scotia t'approuve tout ce que tu veux. Donc, évidemment, dans les critères bancaires. J'ai commencé à la Scotia. J'ai cru que la Scotia va me donner des clients que je vais pouvoir développer et tout. Mais ce n'était pas le cas. C'est moi qui a fait mon propre développement. Donc là, j'ai dit, OK, tu sais quoi, après 1 an et demi d'avoir été à Scotia, j'ai dit, OK, là, c'est le temps. Je deviens un courtier hypothécaire, j'ai accès à toutes les banques. Puis ça me permet de vraiment guider le client dans le meilleur des besoins. Donc, très bon parcours. À cause d'une mauvaise expérience, tu as décidé d'aller dans ce domaine-là pour aller aider du monde
pour pas qu'ils passent à une situation stressante comme que tu as passé. Exact. C'est un bon parcours. Ouais. Mais là, tu es courtier hypothécaire, tu as accès à plusieurs banques. Ouais. Mais la clientèle, elle va pas venir sur un plateau d'argent. Exact. Comment tu vas chercher la clientèle? Comment tu as fait ça dans le début? Ouais. Puis comment tu fais ça maintenant également? Ouais, mais c'est ça que je voulais dire un peu au début, tu as 100% raison. Ouais. Et beaucoup de monde font l'allusion que si tu travailles pour la banque et que tu es un spécialiste, les clients viennent à toi. Ouais. C'est un mythe, c'est pas vrai. C'est pas vrai que tu as les clients qui rentrent. Oui, il y a des banques qui vont t'assigner des leads et tout ça, des clients qui vont venir à toi. Mais la base de base, un client faire affaire avec toi, pour la personne que tu es, comment est-ce que tu vas les parler? C'est quoi l'image que tu les donnes? C'est quoi ton expérience? Tu sais, moi, quand je parle aux clients, ils savent automatiquement que moi, je suis le gars qui doit faire affaire avec parce que je spécialise dans le domaine bancaire. J'étais là pendant 8 ans. Fait que je sais à quelle banque envoyer quel dossier qui paraît le mieux parce que chaque banque a leurs critères différents. Comment je vais chercher ma clientèle? J'avais 8 ans d'expérience qui m'a beaucoup aidé. C'est depuis que j'avais 18 ans, j'étais dans le domaine bancaire. Alors, quand j'étais conseiller financier, j'étais dans plein cœur de Parc-Ex, où il y a le plus d'immigrants qui rentrent à Montréal. Alors là, quand j'étais là-bas, j'ouvrais les comptes bancaires, je m'occupais d'ouvrir les comptes d'entreprise, je faisais des hypothèques, je faisais des renouvellements et tout. Alors, sortant de là-bas, je donnais un peu, mon numéro à mes clients qui étaient quand même des bons clients qui revenaient me voir et tout. Puis eux, ils ont comme commencé à faire un peu le message « Ah, ok, t'es devenu courtier hypothécaire, tu fais seulement ça. » Parce que moi, quand je travaillais en succursale, tu pouvais faire des hypothèques. Moi, j'en faisais des hypothèques, mais je faisais seulement des hypothèques. En tant que conseiller financier, il faut que tu fasses plusieurs choses. Les investissements, les hypothèques, compte d'entreprise, ouvrir des comptes bancaires. Il y a un paquet de choses que tu dois faire. Donc, tu as comme un genre de scorecard, puis tu dois tout te respecter. Okay. Moi, je respectais une seule chose, les hypothèques. Toutes les autres choses, c'était par la fenêtre. Fait que le monde qui venait en succursale, il venait me voir juste pour des hypothèques. Okay. Alors déjà, pendant 4 ans, dis-toi que c'était vraiment OK. Ça, c'est le gars pour aller voir pour l'hypothèque. Ça tombait bien, la succursale où j'étais, le monde ne savait pas trop faire les hypothèques parce que ce qu'il faisait, c'est qu'il le transférait à un spécialiste hypothécaire, puis le spécialiste s'occupe du tout. Okay. Ça a commencé là. Puis, évidemment, quand je suis rendu à la Scotia, comme premier lieu, ce que c'était contacter mes anciens clients, essayer de avoir contact avec eux, passer le message autour du monde et tout. Après ça, c'était ajouter du monde sur les réseaux. Tu sais, LinkedIn, la vie professionnelle, c'est tellement important. On a tendance à pas vraiment y penser. Tu sais, quand t'es jeune, t'es comme LinkedIn. J'ai Facebook, j'ai Instagram, c'est assez pour moi. Mais LinkedIn, c'est vraiment le bread and butter pour n'importe quel travail que tu veux faire, que tu veux chercher un travail ou que tu veux fonder des contacts ou des connexions, c'est le meilleur des places. Alors, tu sais, je connectais avec des courtiers immobiliers. Parce que je trouve que ça vaut la peine qu'on travaille ensemble. Comme nous, comme courtiers hypothécaires, nos plus gros clients, je dirais que c'est les courtiers immobiliers. Parce que les courtiers immobiliers voient toutes sortes de clients et nous, on s'occupe de les traiter. Donc, mettons que tu es un courtier immobilier, tu vas faire des visites avec un client, tu veux savoir si le client, il qualifie ou pas pour acheter une maison. Alors, nous, on est comme leur allié. Alors, nos clients, c'est les clients plus les courtiers immobiliers parce que si le courtier nous envoie un client qu'on ne prend pas soin d'eux, voilà, le client va aller ailleurs, il va à un autre courtier. Alors, grosso modo, comment je vais chercher ma business, c'est plus du networking, plus parler vraiment sur les réseaux. C'est ajouter. Quand j'avais commencé, j'avais spam ajouté plein de monde que je connaissais pas, mais tout le monde fait ça dans le domaine, tu sais. Puis je commençais à m'introduire, salut, ça va, voici, moi je suis telle personne, c'est ça que je fais. Certains monde m'ont gaspillé mon temps, si vous m'écoutez. Il y a d'autres mondes qui m'ont. On veut pas de nom, on veut pas de nom. non, je veux pas dire de nom. Mais certains mondes qui m'ont parlé, puis que comme, tu sais, ça a abouti à quelque chose. Il y en a d'autres que c'était plutôt des conversations dans l'air. C'est sûr que tu vas parler à quelqu'un qui va te dire qu'il va faire quelque chose, mais qui finalement ça n'a pas fonctionné. Ils ont déjà leur propre monde à travailler avec. Alors c'était vraiment un challenge au début, c'est de fonder ta connexion avec le monde, parce que c'est un travail d'équipe. C'est pas aller travailler avec 100 000 personnes, puis chaque personne t'envoie un client. Moi je préfère plus avoir 10 personnes qui m'envoient 10 clients que d'avoir 100 personnes qui m'envoient un client. C'est plutôt la loyauté. Mais je dirais pas non à la business. Fait que c'est comme ça que j'ai un peu commencé à network. Puis bouche à oreille. Je fais vraiment pas du marketing, puis c'est pas ma force. Tu sais. Je voudrais me mettre plus dessus, mais j'ai pas cette patience à comme me mettre de côté. J'ai des amis qui font du marketing qui me disent Pavi, assieds-toi, on va faire tous tes trucs aujourd'hui. Je dis non, j'ai pas le temps. Tu sais. Je préfère faire des appels. Continuer mon travail puis network avec les clients que de faire quoi que ce soit. Fait que ma business à moi, je dirais que
65% c'est des clients personnels, 35% c'est des référencements des clients, des courtiers. Puis ma business, c'est du bouche-à-oreille. Des fois, il y a du monde qui m'appelle puis qui me disent « Ah, j'ai eu ton numéro de telle personne. » Puis je dis « Ah, OK, merci. » Puis ça commence de là, puis ça finit pas. Puis comment ça se passe maintenant avec le monde immobilier, les taux d'intérêt? Ouais. Il y a peut-être une baisse dans les ventes de maisons. Ouais. Est-ce que toi, tu as eu un impact ou parce que tu avais déjà des référencements qui venaient constamment que tu n'as pas vraiment eu d'impact? Je peux pas dire que j'ai pas eu d'impact. Tout le monde a eu un impact. Ouais. Est-ce que je vais faire autant de dossiers que l'année dernière? C'est sûr que c'est une question parce que les 2 dernières années, l'immobilier était chaud. C'était un marché hors du commun. C'était comme une bulle qui était pas là. Tu sais. Ouais. Cette année, il y a quand même une bonne tendance. Est-ce que c'est la même chose que l'année dernière? Je peux pas nécessairement le dire. So far, so good, c'est ça que je peux dire. C'est que j'ai beaucoup de clients, je suis quand même très occupé. Alors, je dirais que ça continue de rouler. Est-ce que je vois autant d'achats que l'année dernière? Non, c'est sûr qu'il y a beaucoup de mes clients qui sont découragés. J'ai des clients qui sont préapprouvés, qui font des recherches et ils sont comme « Ah, c'est trop cher, ça vaut pas la peine ». Surtout les investisseurs. Les investisseurs qui veulent investir aujourd'hui, avec le taux d'intérêt élevé, ils se questionnent beaucoup. Surtout les nouveaux investisseurs. Les anciens investisseurs, comme eux qui ont déjà acheté des achats, ça leur dérange pas. Parce que tu saignes de tes poches maintenant, mais à long terme, parce que le taux d'intérêt monte et descend. Parce qu'aujourd'hui, si tu achètes, oui, tu vas l'acheter à genre 5%, 6%, whatever the case may be. Mais la personne qui a acheté à 5 ans, qui va renouveler aujourd'hui, il va renouveler à 5%. Alors lui, il n'échappe pas à ce sort-là d'hypothèque, right? So, les nouveaux acheteurs sont frileux, mais eux, les investisseurs sont très présents sur le marché. Puis c'est ça que je fais. Je fais beaucoup de... Aujourd'hui, comparé à l'année dernière, c'est plus des nouveaux acheteurs. Les nouveaux acheteurs, tout le monde sont prêts à acheter, ils veulent sortir de leurs appartements parce que tu sais, la pandémie les a comme rendus un peu fous. Rester dans un appart, isolé, pas le droit de sortir après une certaine heure. Merci, M. Legault. Tu sais. C'était une belle expérience, rester à la maison. Moi, je restais pas. Mais ça m'a fait en sorte d'apprendre à rester à la maison. Les premiers acheteurs l'année dernière, cette année, c'est plus les investisseurs. Alors, il y a beaucoup de refinancements qu'on fait, beaucoup de renouvellement d'hypothèques, surtout le monde que... Et là, évidemment, vu que je suis devenu courtier, vu que j'ai accès à toutes les banques, beaucoup de monde m'appelle pour me dire « Pavie, moi j'ai tel taux avec telle banque, qu'est-ce que tu penses qu'il est mieux de faire? Est-ce que c'est mieux que je vais à telle banque? » C'est plus du refinancement, du renouvellement que d'achat. Donc, en gros, oui, le marché a comme baissé, mais pour les courtiers hypothécaires, je pense qu'on est le plus occupé cette année parce que nous, on est les personnes de source pour les intérêts. Alors, quand l'intérêt monte et descend, il y a trop de fluctuations. La première personne que tu appelles, c'est ton courtier. Alors, beaucoup de monde veulent se questionner. Alors, je trouve que oui, ça me garde très, très occupé. Super, OK. Ouais. Puis ta clientèle, est-ce que c'est plus concentré au Québec ou tu peux signer des hypothèques en dehors de la province ou comment ça marche? Je peux en faire des hypothèques en dehors de la province. C'est sûr que c'est pas commun. J'ai beaucoup de clients, des camionneurs ici qui vont se... Parce que beaucoup de camionneurs de Québec font des allers-retours à Toronto, Ontario. Fait qu'ils achètent des propriétés là-bas pour aller y habiter. Alors, je fais beaucoup de financement Ontario et Montréal, Québec, dans les alentours. J'en ai quelques rares que j'en ai fait, genre Halifax, j'en ai fait à Vancouver, mais c'est pas la norme. C'est pas la norme. Donc, la plupart de ma business, c'est plus Québec, Ontario, je dirais. Mais si tu compares vraiment, tu fais un grosso modo, je dirais que Québec, c'est plus 95%, 5%, 4% Ontario, on peut dire 1% genre BC. Okay. Admettons, je vais acheter un terrain à New Brunswick. Est-ce que tu peux m'aider avec ça ou comment ça fonctionne? Je peux t'aider avec le côté financement, oui. Est-ce que je pourrais t'aider avec tout l'acheminement? Tu n'auras pas le même support que si tu l'achètes à Québec. Par exemple, à Québec, si tu achètes avec moi, je vais te guider, je vais te donner un courtier immobilier qui va s'occuper de toi pour trouver le terrain, le notaire qui va signer avec toi, l'inspecteur qui va venir inspecter. Fait que c'est vraiment un one-stop shop. Tu me parles, tu as toutes les ressources qui viennent avec. Alors que quand tu es à New Brunswick, je connais personne là-bas. Tu sais. Je peux commencer à apprendre, éventuellement ça vient, mais je trouve que la business est tellement saturée que sortir du Québec, ça serait difficile. Parce que mon travail, c'est beaucoup de derrière l'écran. Tu sais, il faut que je reste assis, puis dis-toi, si je vais faire genre, je sais pas moi, un dossier hypothécaire peut me prendre 2 heures de temps. Admettons, je dois faire 5 hypothèques par jour, c'est 10 heures de temps par journée. Je peux pas sortir, je peux pas faire grand chose, tu sais. Fait que c'est là qu'il faut que tu te questionnes de qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux organiser ça.
Est-ce que, où tu es présentement, est-ce qu'ils te permettent de monter ton propre courtage sous leur bannière, puis comme ça, tu peux redistribuer peut-être des dossiers à certaines personnes, puis peut-être prendre une commission? Est-ce que ça se fait? Tout à fait. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai fait le switch. Quand tu es à la banque, tu es un employé de la banque, mais payé sous commission. Quand tu deviens un courtier hypothécaire, tu es travailleur autonome maintenant. Alors là, tu as ta propre entreprise, tu fais ce que tu veux. Tu peux engager des autres courtiers en dessous de toi, tu peux engager des assistants en dessous de toi, tu peux engager n'importe qui. La raison pourquoi j'ai fait le changement, c'est parce qu'en tant que courtier, c'est ton image à toi. Le monde fait affaire avec toi, pas vie. Pas nécessairement la banque. Il ne vient pas te voir parce que moi, je veux une hypothèque avec la banque TD. Non, pas vie, je veux une hypothèque. Alors là, la raison pourquoi j'ai fait le changement, c'est que je trouve que j'en prends de la business. Je vais éventuellement arriver à un point où que je vais devoir commencer à déléguer pour aller en chercher plus. Oui, c'est ça. Parce que ton assiette ne peut pas être remplie tout seul. Okay. Tu ne peux pas manger 2 assiettes tout seul. Oui, c'est ça. C'est à peu près le même concept ici en tant que conseiller financier. On peut monter notre propre agence. Puis on peut le faire aux États-Unis, au Canada, ici. Nice. Puis si on parlait des clients, c'est ça, c'est le fun. Moi, j'ai des clients qui m'appellent, puis je leur demande, on a un questionnaire de santé. On leur demande, est-ce que vous avez des problèmes de santé? Ils me disent non. Puis là, je dis, est-ce que vous êtes sûr? Vous n'avez pas de diabète, cholestérol, puis haute pression? Ils me disent, ouais, j'ai tout ça, mais c'est normal. Mais j'ai pas de problème de santé. Fait que là, ça change tout, les données qu'on applique pour une application. Est-ce que toi, c'est déjà arrivé quelqu'un qui fait 40 000 par année puis il veut une maison à 700 000? 100%. Non, ça m'arrive tout le temps. Puis au début, quand tu commences, tu s'y connais pas, fait que tu vas juste suivre à la lettre. Tu as des grosses expectations. Par exemple, quand tu parles à un client de base, ils vont voir leur T4 qui dit 32 000, ils vont dire je fais 50 000 par année. Ils vont arrondir leur chiffre. Alors au début, je dis ah wow, tu fais 50 000, ok monsieur, ça va pas être un problème pour faire ton achat, envoie-moi tes documents. Et quand je regarde les documents, puis là je sentais que c'était ma faute parce que je l'ai comme donné cette genre d'attente que il va tout avoir. Maintenant, c'est plus comme ça. Je parle au client, je dis qu'est-ce que vous faites comme travail? OK, ça c'est votre salaire, excellent. Envoyez-moi les documents, on va en discuter. Je ne dis pas vraiment de résolution dès le départ. Tu ne donnes pas de garantie? Non, pas du tout. Okay. Parce qu'il y a du monde qui vont me dire que ils sont salariés et qu'ils gagnent 150 000 par année. Tu regardes leur talent de paye, on est rendu genre au mois de septembre, 9 mois de l'année. Ils ont fait genre 50 000, puis ils disent qu'ils vont faire 150 000. Tu vas faire 100 000 en 3 mois? OK, mais fait que oui, ça arrive souvent. Alors c'est comme tu as dit, c'est exactement comme vous. Il faut que le client nous fournisse les données pour qu'on puisse traiter adéquatement. Donc c'est du challenge aussi, c'est du va-et-vient. Si ton client, toi, il te ment son application, qu'est-ce qui se passe? L'assurance est annulée. C'est ça, annulée. Ils ne vont pas respecter les termes parce que c'est erroné ou c'est mal informé. Mais c'est la même chose pour toi, j'imagine. C'est quoi le minimum d'informations que tu demandes au client? Genre la première rencontre, moi je viens de voir. C'est quoi que tu me demandes d'apporter? Au début, avant que tu viennes me voir, je vais te demander, OK, qu'est-ce que tu fais comme travail? Parce qu'il y a des documents différents pour chaque type d'emploi. Mais les deux majeurs types d'emploi, c'est un travailleur autonome et un travailleur salarié. Alors, admettons, tu es salarié, je vais te dire c'est quoi les documents à amener. Généralement parlant, c'est tes talents de paye, l'aide d'emploi, plus le dernier T4 de l'année dernière. Si tu es travailleur autonome, on prend les 2 années d'avis de cotisation. Donc, je vais te demander les 2 dernières années d'avis de cotisation. Puis, si, admettons, tu n'as pas 2 ans, c'est correct, il y a toujours des solutions alternatives. Mais de base, c'est ça que je te demande. C'est vraiment tes papiers de revenus. Après ça, la mise de fonds, chaque banque veut voir 3 mois de relevé bancaire de où est-ce que les fonds proviennent. Alors, quelque chose de base de même, je te demanderai de venir me voir avec. Puis, comme ça, on peut vraiment regarder tes revenus, tes chiffres, puis vraiment funnel ça à une bonne limite, puis te donner la limite de préqualification que tu cherches. Parfait. La préqualification, c'est juste un document avec un montant d'argent que ça me permet d'aller acheter. Mais disons, les taux d'intérêt montent. Là, ma préqualification, des fois, ça peut être refusé aussi. Ça pourrait être refusé, ça dépend de qui tu fais affaire avec puis comment ils font affaire avec. Moi, quand j'étais spécialiste hypothécaire, j'entendais beaucoup de courtiers. Ils ont un template qu'ils donnent aux clients, ils ont leur propre format, ils regardent les documents, puis ils savent qu'aujourd'hui, s'ils le soumettent, le client va avoir tel intérêt, puis tel montant qui est approuvé.
Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire « Monsieur, voilà, je vous donne ma validation parce que tu es un courtier, tu as un permis, tu as le droit de donner ta validation. Alors, je vous valide que vous êtes préqualifié à 400 000 par année. » Il a sorti le bureau de crédit et tout, mais il n'a pas soumis le dossier à la banque. Il n'a pas gardé le taux d'intérêt. Là, le client, s'il revient le voir et que le taux n'est pas verrouillé et que les taux ont monté, il n'est plus qualifié à même montant. Okay. Tu sais, l'ironie, je te donne un exemple parfait. Quelqu'un qui faisait 80 000 avant la pandémie se qualifiait pour une hypothèque de 400 000 facilement. Aujourd'hui, pour une hypothèque de 400 000, tu as besoin d'un minimum 100 000 de revenus. Ça, je parle des achats avec 5 % de mise de fonds, avec le minimum de mise de fonds. Alors, tu vois, il y a 20 000 de revenus que tu dois faire de plus à cause que les taux d'intérêt ont augmenté. Donc, si tu vas avoir un bon courtier, moi, je vais verrouiller ton taux d'intérêt. Quand je te parle, je vais directement le soumettre à la banque. Puis la banque va garder ton taux pour 120 jours. 120 jours. Exactement. Si après 120 jours, tu trouves quelque chose, tant pis. Il va falloir qu'on ait avec le nouveau taux, réviser ton dossier. Alors, très important, il faut geler les taux. Si jamais vous allez avec un courtier hypothécaire, s'il ne gèle pas les taux, ben, à la fin, ça se peut que vous n'êtes pas capable d'acheter la maison. Exactement. Parfait. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres informations importantes que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Peut-être un petit insight, as-tu quelque chose genre secret, professionnel que tu peux nous divulguer? Mais je dirais quelque chose de simple que beaucoup de monde ne réfléchissent pas. Aussi simple que ça, avant d'acheter une maison, la base de base, prends un papier blanc, écris ton revenu par mois. Parce que souvent, on ne fait pas ça. On se dit, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que l'idée derrière le financement sur chaque chose, je sais pas, moi, tu vas maintenant, c'est rendu que tu peux aller à Ikea financer des meubles. C'est des meubles qui coûtent 600 $. Je dis pas que j'ai 600 $ dans mes poches chaque jour, mais comme tu vas quand même financer 600 $, oui, il n'y a pas d'intérêt, mais tu divises tes paiements sur, je sais pas moi, 12 mois. Alors, tu vas à Brick, tu divises tes paiements, puis tu te rends pas compte. Tu te dis, OK, là-bas, 25 $, ici, 50 $. OK, ça, je suis capable, ça, je suis capable. Tu vas t'acheter une auto. OK, c'est correct. Les paiements mensuels, c'est juste ça. OK, mais tu oublies les assurances. Tu oublies l'essence que ça va te coûter. Alors, si tu prends un papier blanc, puis tu écris ton revenu par année, puis par mois, on va dire, puis tes dépenses mensuelles, puis tu fais la soustraction, tu vas avoir un montant là de combien il te reste. Puis si ce montant-là qui te reste, c'est, je sais pas moi, un montant raisonnable, genre 2 000, 3 000 $, va voir ton courtier et dit ça, c'est ton budget par mois. Va pas voir ton courtier et dire moi, je peux assumer ce que je veux, je vais aller travailler, faire 2-3 travails. Ça m'est déjà arrivé, je vais pas dire de nom, un client qui a acheté une maison qui a pris le taux variable. Là, il fait 3 travails pour garder sa maison. 3 travails. C'est pas nice, il est pas chez lui. Mais il veut garder sa maison et tout. Mais si de base, il m'avait écouté, qu'il a fait vraiment ses calculs à la lettre, oui, la banque, on a nos qualifications. Mais après ça, si tu prends un taux variable, avant, tu pouvais qualifier pour beaucoup plus. Maintenant, avant, par exemple, lui, il y avait un taux d'intérêt de 1,9 quand on a signé. Aujourd'hui, il est rendu à du genre 5 %, je dirais. Alors, les paiements sont carrément 4 fois plus. 2-3 fois plus. Donc, il est vraiment mal pris. Alors, simple secret, avant d'acheter ta maison, fais ce calcul-là. Puis s'il te reste de l'argent, sauve ton argent. Souvent, on ne fait pas ça parce qu'ici, c'est tout « Ah, je n'ai pas besoin de sauver, je vais le payer à la carte. » Puis si tu vas acheter ton meuble, reste pas endetté. C'est pas nice. Surtout les travailleurs autonomes et tout. Comment votre crédit est affecté? C'est parce que vous utilisez vos cartes de crédit à la limite maximale. Ce qui se passe, c'est que quand vous utilisez votre limite maximale, vous pensez, OK, je l'utilise au maximum, je vais le payer le mois prochain. Le bureau de crédit ne pense pas comme ça. Il pense que vous dépendez sur votre crédit. Alors, vouloir utiliser la carte et tout, c'est correct. Ce que je dirais, c'est qu'il y a toujours une date de quand la carte, quand il y a le relevé qui sort. Alors, avant ton relevé, c'est de payer le plus possible, puis c'est de garder ton solde au moins 30 % de la limite de ta carte et tout. Bon crédit, des bonnes habitudes financières, ça va t'aider dans toute la vie. C'est ça que moi je sais. Écoutez, Pavi, et si jamais vous avez besoin d'aide avec des budgets, Steph et Kay, on est là pour faire le budget également. Alors vous pouvez nous contacter. Alors merci beaucoup, Pavi, c'était très informatif. Mon plaisir, merci de m'avoir eu. On espère avoir peut-être une autre séance avec toi parce que là, on n'a pas parlé beaucoup de trucs. On pourrait peut-être aller en profondeur, des petits détails, puis d'autres secrets professionnels. Tout à fait. Fait que merci d'être à l'écoute. Prochain épisode de Steph & Kay Financial Brothers.